Et avec nos confrères de Doctissimo.fr, on va parler de la prise de sang. Savez-vous à quoi sert cet examen médical? Que peuvent révéler les analyses de votre sang sur votre état de santé? C'est ce qu'on va découvrir ce matin avec vous. D'abord, une prise de sang concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à aller voir ce qui se passe dans votre organisme, certes dans le sang, mais aussi à distance. Et le sang, vous savez, ça circule de partout dans tous les organes. Et de plus en plus, on fait des prises de sang pour aller refléter le fonctionnement de tel ou tel organe. Le foie, par exemple, on va aller doser les transaminases, les gamma-GT. On va aller doser la troponine, qui sont des nouveaux marqueurs pour aller voir si vous êtes en train de faire un infarctus. Et puis, dans les prises de sang classiques, et le premier examen qui est prescrit, c'est ce qu'on appelle l'hémogramme, c'est-à-dire aller quantifier les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes qui sont un peu les éléments de base, mais ça peut être aussi bien la formule sanguine qu'on cherche que le reflet d'un dysfonctionnement ou d'un bon fonctionnement d'un organe à distance. Et ça a révolutionné les pratiques médicales. Vous imaginez bien que il y a un siècle, quand on n'avait pas les prises de sang, c'était extrêmement difficile d'avoir une évaluation de ce qui se passait dans l'organisme. Et depuis, on a une augmentation de ces examens complémentaires parce que les chercheurs trouvent de nouveaux marqueurs et chaque année on a des nouveaux marqueurs qui nous permettent d'aller être plus précis dans le diagnostic, d'aller avoir un reflet extrêmement précis ou un pronostic. Et je pense je suis urgentiste, vous le savez, et les traumatismes crâniens, avant on faisait un examen clinique, on le fait toujours, après on a fait un scanner, on fait toujours le scanner, et maintenant peut-être qu'on aura une protéine qui va permettre, et les chercheurs viennent de la découvrir, viennent de la tester, qui va permettre à partir d'une simple prise de sang de nous donner un pronostic. Votre traumatisme crânien il est grave ou votre traumatisme crânien il n'est pas grave. Donc chaque année il y a des examens complémentaires nouveaux qui arrivent, qui nous aident dans l'évaluation, qui nous aident dans le suivi et qui nous aident dans le pronostic. Et quand je dis de plus en plus, c'est que l'augmentation, elle est tendancielle, elle est de plus 5% par an. 5% par an d'examens complémentaires, en plus, sont pratiqués chaque année. J'allais dire pas toujours à bon escient. Ça veut dire qu'on doit faire une prise de sang dans quel cas, au fond? Puisque vous dites que c'est pas toujours fait à bon escient. Eh bien oui, c'est bien la question, parce que... moi j'ai l'impression qu'on vous en fait faire régulièrement pour savoir globalement comment ça va. Moi je suis sûr, Jean-Marc, vous en demandez en plus régulièrement, en disant tiens, j'aimerais bien un petit check-up ou un petit bilan. En plus vous connaissez la vérité, vous savez que ça faisait 6 ans que j'en faisais pas et je l'ai fait sous votre impulsion. Non mais on a l'impression que c'est facile de faire une prise de sang ou des examens complémentaires. En fait, les examens complémentaires, c'est très utile, mais ça doit répondre à une question. C'est-à-dire, quand le médecin se pose une question, il prescrit un examen complémentaire pour avoir une réponse. Est-ce que votre traumatisme crânien est grave? Réponse, oui ou non en fonction de l'examen clinique. Et si j'ai besoin de plus de précision, je vais faire un examen complémentaire, un scanner ou une IRM. Eh bien, c'est pareil pour la prise de sang. Je suspecte cliniquement un dysfonctionnement de la thyroïde parce que vous êtes un peu fatigué, vous avez froid tout le temps ou vous avez la peau un petit peu flasque. Eh bien, je me pose cette question du fonctionnement de la thyroïde. Je vais faire une prise de sang. Mais cette prise de sang, elle est précise. Elle va répondre à cette question et donc je vais doser la TSH, qui est l'hormone qui permet de voir si ma thyroïde fonctionne ou ne fonctionne pas. Je ne vais pas faire un bilan systématique. Vous savez, dans la série Urgence, on fait NU, myono, CRP, ouais. On a l'impression qu'on fait la totale et comme ça, on va avoir le reflet de tout l'organisme. C'est très rare qu'on fasse ça. Le check-up, le bilan complet, alors ça peut exister, c'est utile de le faire une fois, tous les 10 ans, mais ça ne sert à rien tous les ans d'aller faire des prises de sang. L'exploration de l'anomalie lipidique, vous savez, les cholestérols. Il y a des gens qui demandent un cholestérol toutes les années. Non, ça sert à rien. Si votre bilan il est normal, ça sert à rien de le faire avant 5 ou 10 ans. Julie. Ça concerne aussi les femmes enceintes. Les femmes enceintes, c'est très important la prise de sang chez les femmes enceintes. Alors, bien sûr. Et récemment, est-ce que c'est vrai? On peut détecter maintenant, sans amniosynthèse, la trisomie 21 chez le bébé? Oui. Simplement avec une prise de sang. C'est un test de dépistage qui est fait. C'est l'alpha-pétoprotéine qui est détectée. On vous fait une prise de sang qui permet d'avoir un marqueur indirect du risque. Mais encore une fois, c'est un marqueur indirect. C'est-à-dire que c'est pas oui, non, c'est pas blanc-noir. On donne une probabilité. Donc ça a permis d'améliorer et d'éviter des amniosynthèses. Mais le problème, c'est que comme c'est un test de dépistage... On prélève le liquide amniotique. On prélève le liquide amniotique. Ça aide. Le gynécologue obstétricien va mettre une aiguille. Donc c'est un examen à l'amniosynthèse qui est un examen invasif, mais qui est direct. C'est-à-dire qu'on va prélever à partir d'une aiguille le liquide amniotique qui est à l'intérieur, qui est autour du bébé. Donc il y a quelques risques faibles, mais il y a quand même des risques. Donc tout ce qui peut éviter cette amniosynthèse, c'est bien. Et le dépistage de la trisomie 21 par cette prise de sang, ça permet d'être très peu invasif. On touche pas le bébé, on touche pas l'utérus. On fait une prise de sang à la maman et on dose. Le seul problème, c'est que comme tout test de dépistage, il y a des vrais positifs et il y a des faux positifs. Donc parfois ça pousse à avoir des examens type amniosynthèse alors qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Donc c'est toujours dans ces prises de sang, on parlait de bénéfice-risque pour les traitements, c'est exactement la même chose. C'est bénéfice-risque pour les examens complémentaires et parfois on surdiagnostique ou on surdépiste. Et est-ce qu'on peut dépister les cancers également avec une prise de sang?
C'est une bonne question parce qu'il y a Merci. des marqueurs Ça change de tumoraux. Julie, vous voyez. Ah bah non, Non, c'était c'est essentiel pour les femmes enceintes et prises de sang. Mais même pour les hommes et pour tout le monde. L'histoire du cancer, alors, le cancer de la prostate, c'est qu'il y a un marqueur tumoral qui s'appelle le PSA, qui est l'antigène prostatique. Et il y a tout un débat parmi les urologues, les médecins qui disent, est-ce que, alors certains sont pour un dépistage systématique en faisant une prise de sang systématique du PSA, en disant si le PSA est augmenté, il faut aller plus loin, il faut faire une biopsie de la prostate et il faut aller voir s'il n'y a pas un cancer. Le problème, c'est qu'en faisant cette prise de sang, ce PSA, on tombe sur beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire des gens qui ont peut-être un cancer in situ de la prostate, qui ont 85 ans, pour reprendre l'histoire qu'on avait à la une, qui ont 85 ou 90 ans, qui n'auraient jamais entendu parler de leur cancer, qu'on n'aurait jamais traité ce cancer-là, mais parce que le PSA est élevé, ils vont aller voir l'urologue va aller faire une biopsie parce que c'est son métier et parce que voilà, il suit les recommandations et on va proposer un traitement qui est un traitement lourd, invasif, parfois avec plus de conséquences que si on n'avait pas fait cette prise de sang de dépistage. Ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas un marqueur qui vous dit j'ai le cancer et un autre marqueur qui vous dit s'il est négatif, j'ai pas le cancer. Ces marqueurs tumoraux, ils sont utiles essentiellement dans le suivi. Vous avez déjà une tumeur qui est dépistée, on a traité et on va vérifier au fur et à mesure des années qui passent, est-ce que la tumeur se réactive ou pas. Donc là, il y a un vrai intérêt. En dépistage, c'est un peu plus limité. Isabelle Queneau. Moi, je déteste les prises de sang. Je me suis toujours demandé pourquoi on nous prend autant de sang, pourquoi il y a autant de tubes. Est-ce que ça veut dire que c'est un tube par recherche? On ne pourrait pas mutualiser, économiser notre sang? Alors d'abord, En même temps, c'est pas grave qu'on nous prenne du sang. Isabelle, c'est le affreux, sang moi, il je se renouvelle, regarde vous pas, avez et- 5 litres, alors, je sais pas, je pense pas qu'on vous ait pris, on vous a pris quelques millilitres trop. quand même, quelques tubes. C'est impressionnant. C'est plus Ouais, un c'est effet. impressionnant. C'est impressionnant, Oui, c'est hein. impressionnant, bien sûr, mais c'est plus la vue du sang qui est impressionnante. Ouais. Mais quantitativement, Isabelle, rassurez-vous, c'est très peu par rapport à votre sang qui va de toute façon se renouveler. On a un renouvellement des globules rouges qui est tous les 7 jours, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et sur les tubes, il y a différents tubes parce qu'il y a des tubes sur des produits pour éviter que le sang ne coagule. Et puis on va faire des recherches biochimiques, parfois des recherches bactériologiques, parfois des recherches d'hémogramme, et c'est l'hématologie qui va s'en occuper. Donc ce sont des tubes qui sont différents. La quantité est faible et c'est l'intérêt pour prescrire à bon escient. Je me pose une question, je prescris un examen. C'est pas la peine d'aller prélever 10 tubes. Est-ce qu'on a tous la même quantité de sang dans le corps C'est ou, fonction- ou ça dépend de la carrure? C'est fonction de la surface Du poids. corporelle, Ouais. plus exactement. Oui, C'est ça. c'est fonction de la surface corporelle. Donc, en adulte, on estime qu'il y a 1,73 m² de surface corporelle. On a un volume sanguin qui est dépendant aussi de l'hydratation. Si vous êtes bien hydraté, pas hydraté, bah forcément, vous avez un sang qui est plus ou moins concentré, donc une quantité qui change. Et d'ailleurs, ça va changer les résultats. Et quand vous regardez les résultats, parfois, on a des résultats qui montrent une hémoconcentration, c'est-à-dire qu'il y a des globules et puis le liquide autour, il y en a un petit peu moins. Et sur les normes, justement, ça permet de parler de ces normes de laboratoire. Ça varie d'un laboratoire à un autre. Voilà pourquoi il est préférable de faire toujours dans le même laboratoire, surtout quand ce sont des examens de suivi. Je pense aux personnes qui sont sous antivitamine K, qui ont des INR réguliers, vous savez, pour voir si votre sang est coagulé ou anticoagulé correctement. Eh bien, d'un laboratoire à un autre, ça peut varier. Donc, si vous avez un suivi de traitement ou un suivi d'examen, il vaut mieux le faire toujours au même laboratoire, qui utilise toujours les mêmes normes, toujours la même technique. Est-ce qu'il y a un risque à faire une prise de sang? On risque un hématome? On risque quelque chose vraiment? Ouais, enfin, vous ou il y a risquez de tomber dans les pommes. Ouais. Parce que ça, et c'est pour ça que Pourquoi on risque de tomber dans les pommes? Parce que C'est la peur. c'est ce qu'on appelle un malaise vagal. Oui, c'est la peur, c'est l'appréhension, c'est le fait On est de à voir jeun la grosse aiguille. On n'est pas forcément à jeun. Alors ça, c'est aussi une question que les patients posent souvent. Est-ce qu'il faut que je sois à jeun? À jeun, si l'alimentation a un rapport avec la prise de sang qu'on vous fait. Si on vous dose le cholestérol ou le sucre, comme pour le diabète par exemple, oui, c'est important d'être à jeun parce qu'on va chercher une glycémie, un taux de sucre à jeun. En revanche, si on vous fait un dosage de la thyroïde, il n'y a pas besoin d'être à jeun. Donc en fonction du type de prise de sang et en fonction de la prescription, votre médecin devrait vous dire, là vous avez besoin d'y aller le matin à jeun ou vous pouvez y aller à n'importe quelle heure du jour d'ouverture du laboratoire, il n'y a pas besoin d'être à jeun. Donc ça dépend vraiment du type de prise de sang. Et sur les risques, il y a le malaise vagal qui est, je tourne un peu de l'œil, là vous allez regarder pendant que l'infirmière ou le technicien de laboratoire vous pique, vous allez regarder de l'autre côté, ça évitera ce fameux malaise vagal qui est un malaise un peu émotionnel, et puis il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, et le risque Vous êtes un peu d'hématome. chochotte, Isabelle, finalement. Non, moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est quand j'accompagne les filles. C'est de voir les filles, mes filles à qui on... Oui, vos filles, qu'on Ah oui, comprenne. oui, voilà, ça c'est affreux. Ceci dit, le malaise vagal, c'est plus chez les filles que chez les garçons. C'est vrai, comme ça, c'est pas sexiste. Bon, c'est- parce qu'on est des durs, nous. Pourquoi Exactement, c'est épidémiologique, c'est statistique, Véronique.